Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne de contes audio pour adultes. Ce soir, nous vous proposons une aventure captivante, signée Agatha Christie, la reine du roman policier. 1, 2, 3, meurtre. Plongez dans cette intrigue haletante où le célèbre détective belge Hercule Poirot résout un mystère complexe lié à une comptine enfantine. Avec ses méthodes infaillibles et son esprit vif, Poirot vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute. Installez-vous confortablement, baissez les lumières et laissez-vous emporter par cette histoire qui mêle suspense, rebondissement et énigme. Parfait pour ceux qui aiment se détendre ou s'endormir avec une bonne intrigue policière. Bonne écoute! Dans 1, 2, 3, meurtre. Hercule Poirot est intrigué par une simple comptine enfantine qui semble liée à une série d'événements étranges. Tout commence lorsque la gouvernante d'un riche banquier londonien est retrouvée, morte dans des circonstances suspectes. Le banquier, M. Alistair Blunt, devient rapidement le centre d'une enquête impliquant corruption, secrets familiaux et menaces anonymes. Avec l'aide de son fidèle ami, le capitaine Hastings, et de la perspicace Miss Lemon, Poirot découvre que chaque indice mène à une ligne de la comptine. Les personnages principaux semblent tous cacher quelque chose, et les apparences sont trompeuses. Entre fausses pistes, alliances secrètes et vérités enfouies, Poirot devra utiliser toute sa logique et son intuition pour démasquer le coupable avant qu'un autre meurtre ne soit commis. Cette adaptation moderne conserve l'essence du roman, original tout en ajoutant des éléments adaptés à une narration immersive pour une audience adulte. Le matin se lève sur Londres, enveloppant la ville d'un brouillard léger qui s'accroche aux rues pavées et aux toits des maisons victoriennes. Dans le quartier chic de Chelsea, au numéro 17 de Windsor Crescent, tout semble calme dans la demeure imposante de Mr. Alistair Blunt, un banquier réputé dont la fortune est éclipsée seulement par son influence politique. La maison est silencieuse, comme figée dans l'attente de quelque chose que personne ne peut encore nommer. Mais ce calme apparent va être brisé par un événement tragique. Emily Jane Trefusis, la gouvernante consciencieuse et fidèle de Mr. Blunt depuis près de 20 ans, a été trouvée morte au pied de l'escalier menant à la cuisine. Elle gît là, immobile, ses mains crispées autour d'une feuille froissée qu'elle serrait convulsivement contre sa poitrine. Son visage porte encore les traces de surprise et d'effroi, comme si elle avait vu venir la mort sans pouvoir l'éviter. Mrs. Oliveira, la femme de ménage, découvre le corps en descendant pour préparer le petit déjeuner. Elle pousse un cri perçant qui résonne dans toute la maison, alertant aussitôt M. Blunt et les autres domestiques. La scène est macabre. Le corps d'Emily repose sur le sol froid, ses cheveux gris épars autour de son visage pâle. Une tasse, brisée, gît non loin, son contenu renversé, formant une flaque sombre sur le carrelage. Rien ne semble avoir été déplacé, et pourtant, quelque chose cloche. Lorsque la police arrive, elle conclut rapidement à un accident. Emily aurait glissé en portant le plateau du thé matinal, perdant l'équilibre avant de chuter lourdement. Mais Hercule Poirot, toujours curieux des affaires humaines, n'est pas convaincu. C'est Hastings, son ami et compagnon de longue date, qui lui raconte l'histoire lorsqu'ils se retrouvent pour leur café matinal habituel au restaurant White's. Poirot écoute attentivement, ses yeux noirs brillant sous ses sourcils épais, tandis qu'il savoure lentement une gorgée de café noir. « Un accident, dis-tu » murmure-t-il pensivement. Il connaît trop bien la nature humaine pour accepter une explication aussi simpliste. Hastings hausse les épaules. Cela semble plausible, non? Une chute malheureuse, rien de plus. Ce genre de choses arrive souvent chez les personnes âgées. Poirot secoue doucement la tête, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. « Mon cher Hastings, tu oublies toujours le détail essentiel. Rien n'est jamais juste un accident. Il y a toujours une raison, toujours une intention derrière ce que nous voyons. » Intrigué malgré lui, Hastings demande « Et quel serait donc le détail ici ?»
Poirot tapote légèrement la table avec son index. Cette feuille froissée dans la main de la victime, qu'était-elle? Personne n'a mentionné son contenu. Or, dans mon expérience, ces petites choses apparemment insignifiantes sont souvent les clés de l'énigme. Le soir même, Poirot décide de rendre visite à Mr. Blunt. La maison est plongée dans une atmosphère pesante, comme si le drame de la matinée avait laissé une empreinte indélébile sur les murs eux-mêmes. Le majordome, un homme austère nommé Jenkins, les accueille avec une politesse glaciale. Mr. Blunt, un homme grand et distingué aux tempes argentées, reçoit Poirot dans son bureau lambrissé. « Monsieur Poirot, je suppose que vous êtes ici pour enquêter ?» demande-t-il, l'air à la fois agacé et soulagé. « En effet, » répond calmement Poirot. « Vous comprenez, je suis intrigué par cette affaire. Votre gouvernante était une femme dévouée, respectée. Pourquoi aurait-elle eu cette feuille dans sa main au moment de sa mort ?» Blunt fronce les sourcils. « Une feuille? Je ne sais rien de cela. Les policiers ne m'en ont pas parlé. » Poirot hoche la tête. « Alors permettez-moi d'examiner les lieux. Peut-être trouverai-je quelque chose qui éclairera cette mystérieuse affaire. » Accompagné de Hastings, Poirot explore méthodiquement la maison. Chaque pièce est scrutée avec soin, chaque objet examiné sous tous les angles. C'est dans la cuisine qu'il découvre une trace intrigante, une empreinte boueuse sur le rebord de la fenêtre donnant sur le jardin. Il s'accroupit, sort sa loupe et observe attentivement. « Regarde cela, Hastings », dit-il en désignant l'empreinte. « Quelqu'un est entré par ici récemment. Pas Émilie, car elle portait des chaussures d'intérieur. Donc, un intrus ou quelqu'un de la maison ?» Hastings soupire. « Cela pourrait être n'importe qui. Un livreur, un voisin ?» Poirot secoue la tête. « Non, non, non. Tout est important, Hastings. Même cette petite tache de boue peut nous dire beaucoup. » En fouillant davantage, Poirot remarque également une trace de sang séché sur le bord de l'escalier où Émilie est tombée. « Curieux, » murmure-t-il. « Si c'était un accident, pourquoi y a-t-il du sang ici, mais pas sur le corps ?» Il continue son inspection jusqu'à ce qu'il trouve, coincée derrière une étagère poussiéreuse, la fameuse feuille froissée. Dessus, écrit à l'encre bleue pâlie, figurent les premiers vers d'une vieille comptine anglaise. 1, 2, serrer mon soulier. 3, 4, frapper à la porte. 5, 6, ramasser des bûches. 7, 8, mettez-vous droit. Poirot fixe la feuille pendant un long moment, son esprit travaillant déjà à toute vitesse. « Intéressant, » murmure-t-il. « Très intéressant. Une comptine enfantine. Mais pourquoi Émilie tenait-elle cela entre ses doigts tremblants? Était-ce un message, une mise en garde, ou simplement une coïncidence ?» Hastings hausse les épaules. « Cela me paraît anodin. Peut-être qu'elle aimait les vieux poèmes. » Poirot sourit. « Anodin? Oh, mon cher ami, rien n'est jamais anodin. Cette comptine est la clé de l'affaire, j'en suis certain. Nous verrons bien. » Avant de partir, Poirot interroge brièvement Mrs. Oliveira, la femme de ménage, ainsi que Richard Vail, le neveu ambitieux de Mr. Blunt. Mrs. Oliveira semble nerveuse, tripotant constamment son tablier. Quant à Richard, il se montre charmant mais distant, comme s'il cachait quelque chose. De retour chez lui, Poirot réfléchit longuement. Il dessine mentalement une carte des relations entre les différents protagonistes, notant leurs gestes, leurs mots, leurs regards. Tout est important, rien n'est négligeable, et cette comptine, elle doit signifier quelque chose. Le chapitre se termine sur une note intrigante. Alors que Poirot examine à nouveau la feuille, il remarque une minuscule marque au verso. Une initiale gravée à peine visible, M.E. Margaret Ernst peut-être? Ou s'agit-il d'un autre indice? Le lendemain matin, Hercule Poirot se lève tôt, comme à son habitude, et s'installe dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Il contemple pensivement la rue animée en contrebas, tout en sirotant une tasse de café noir. Miss Lemon, sa secrétaire efficace et intransigeante, entre dans la pièce avec une pile de documents qu'elle dépose sur le bureau avec un bruit sec.
Elle semble déjà plongée dans ses propres réflexions, ses lunettes perchées sur son nez aquilin. « Monsieur Poirot, dit-elle d'un ton sec mais respectueux, avez-vous besoin que je recherche des informations supplémentaires concernant cette affaire ?» Poirot sourit légèrement, appréciant son professionnalisme sans faille. « Oui, ma chère Miss Lemon. Veuillez consulter les archives locales pour toute mention récente impliquant Mr. Alistair Blunt ou son entourage. Je cherche notamment des articles anciens ou des scandales qui auraient pu être étouffés. » Miss Lemon hoche la tête et quitte rapidement la pièce, laissant Poirot seul avec ses pensées. Il sort la feuille froissée portant la comptine enfantine et la fixe longuement. Ces quelques lignes semblent receler un sens caché, une sorte de code ou d'avertissement. Poirot murmure doucement. « 1, 2, serrez mon soulier. Qu'est-ce que cela peut signifier ?» Il décide de retourner à Windsor Crescent pour approfondir son enquête. Cette fois, il est accompagné non seulement de Hastings, mais aussi de Miss Lemon, dont la rigueur méthodique pourrait s'avérer précieuse. Lorsqu'ils arrivent, la maison est toujours sous le choc de la mort d'Emily Jane Trefusis. Mr. Blunt les accueille avec une certaine impatience, visiblement agacé par cette intrusion constante dans sa vie privée. « Monsieur Poirot, commence-t-il d'un ton sec, combien de temps encore allez-vous fouiller dans mes affaires? La police a conclu à un accident. Pourquoi persistez-vous à croire qu'il y a anguille sous roche ?» Poirot incline légèrement la tête. « Parce que, monsieur, les apparences sont souvent trompeuses, et parce que j'ai foi en ma méthode. Permettez-moi simplement de poursuivre mes investigations. Vous me remercierez plus tard, j'en suis sûr. » Blunt serre les dents, mais finit par céder. « Très bien, faites ce que vous avez à faire, mais ne perturbez pas mes domestiques davantage, ils ont déjà assez souffert. » Pendant que Poirot explore à nouveau la maison, Miss Lemon examine soigneusement les registres financiers de Blunt, qu'elle a obtenus grâce à une autorisation spéciale. Elle remarque plusieurs transactions inhabituelles datant de plusieurs années, impliquant des fonds transférés vers des comptes offshore. Ces mouvements semblent liés à une affaire ancienne impliquant un associé disparu de Blunt, un certain Mr. Geoffrey Westwood. Cela pourrait être significatif, murmure Miss Lemon en prenant des notes. Si Mr. Westwood est impliqué, cela expliquerait peut-être pourquoi Emily tenait cette comptine. Peut-être cherchait-elle à transmettre un message posthume. Hastings, quant à lui, interroge discrètement Margaret Ernst, l'ancienne amie de la famille. Elle est une femme élégante, aux cheveux argentés et au regard pénétrant. Elle semble nerveuse, jouant distraitement avec un collier de perles autour de son cou. « Mrs. Ernst, demande Hastings poliment, connaissiez-vous bien Emily Jane Trefusis ?» Margaret hésite un instant avant de répondre. « Oui, nous étions proches autrefois, mais ces dernières années, disons que nos relations étaient plus distantes. Emily était fidèle à Monsieur Blunt, mais elle avait parfois des scrupules. Elle me parlait souvent de secrets qu'elle aurait préféré ignorer. » Hastings fronce les sourcils. « Des secrets? De quel genre ?» Elle secoue la tête. « Je ne peux pas dire. Mais Emily craignait pour sa sécurité. Elle m'a confié avoir reçu des lettres anonymes ces derniers mois. » Cette révélation intrigue immédiatement Poirot, qui rejoint Hastings et Margaret dans le salon. « Des lettres anonymes, dites-vous? Pouvez-vous nous en dire plus ?» Margaret soupire. Elles étaient menaçantes, mais vagues. Elles évoquaient une comptine et une liste. Emily me disait qu'elle ne comprenait pas vraiment leur signification, mais qu'elle sentait qu'elles étaient dirigées contre elle. Poirot hoche lentement la tête. « Une liste? Intéressant. Et savez-vous où ces lettres sont maintenant ?» Elle hausse les épaules. « Probablement dans ses affaires personnelles. Emily ne jetait jamais rien. » Poirot demande alors l'autorisation de fouiller la chambre de la défunte. Blunt, après une hésitation marquée, accepte à contre-cœur. Dans la petite chambre sobre située sous les combles, Poirot découvre une boîte en fer contenant divers objets, des photos jaunies, des lettres anciennes et surtout plusieurs enveloppes sans expéditeur. Les lettres sont écrites à l'encre, noire, avec une calligraphie maladroite mais délibérée.
Chacune d'entre elles fait référence à la même comptine enfantine trouvée dans la main d'Émilie. Certaines phrases soulignent des lignes spécifiques. 5, 6, ramassez des bûches, 7, 8, mettez-vous droit. Poirot sent que chaque mot cache une intention calculée. Il montre les lettres à Miss Lemon, qui commence immédiatement à analyser leur contenu. Pendant ce temps, Hastings remarque quelque chose dans un coin de la pièce. Une vieille valise poussiéreuse, partiellement dissimulée sous le lit. À l'intérieur, il trouve des documents jaunis, des coupures de presse et une paire de boutons de manchette gravés d'initiales GW. GW, répète Hastings, perplexe. Qui est-ce? Poirot sourit légèrement. Geoffrey Westwood, bien sûr. C'était l'associé de Mr. Blunt, disparu il y a plusieurs années dans des circonstances mystérieuses. Apparemment, Émilie détenait des preuves compromettantes le concernant. Miss Lemon intervient alors. D'après mes recherches, Geoffrey Westwood a été impliqué dans une affaire de détournement de fonds avant sa disparition. Certains soupçonnaient Blunt d'être également mêlé à cette affaire, mais aucune preuve n'a jamais été apportée. Poirot se redresse, l'air satisfait. Voilà donc notre lien. Émilie savait quelque chose au sujet de cette affaire, et quelqu'un, probablement lié à Mr. Blunt ou à Geoffrey Westwood, voulait s'assurer qu'elle ne parlerait jamais. Mais la question reste posée, qui est derrière tout cela? Richard Vail, le neveu ambitieux de Blunt, Margaret Ernst avec ses airs mystérieux, ou quelqu'un d'autre, resté dans l'ombre jusqu'à présent. Alors que le jour décline, Poirot rassemble ses idées. Il sait qu'il doit organiser une confrontation avec tous les suspects potentiels pour mieux comprendre leurs motivations et leurs contradictions. Ce sera son prochain mouvement. Le lendemain, Hercule Poirot décide de convoquer tous les protagonistes impliqués dans l'affaire pour une réunion informelle dans le salon de Monsieur Blunt. Il sait que la pression d'un face-à-face collectif pourrait pousser certains à commettre des erreurs ou à révéler des indices involontaires. La pièce est décorée avec goût, mais l'atmosphère est tendue, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Assis sur un fauteuil en velours rouge, Poirot observe attentivement chacun des participants. Monsieur Alistair Blunt, toujours aussi imperturbable mais légèrement crispé. Richard Vail, qui feint la nonchalance tout en tapotant nerveusement ses genoux. Margaret Ernst, dont le regard fuyant trahit une certaine anxiété. Et Mrs. Olivera, silencieuse et effacée, mais visiblement mal à l'aise. Poirot commence par briser le silence d'une voix douce mais ferme. Mesdames et messieurs, je vous ai réunis ici aujourd'hui pour éclaircir certains points concernant la mort tragique d'Emily Jane Trefusis. Je sais que cette affaire a bouleversé vos vies et je vous prie de bien vouloir répondre honnêtement à mes questions. Il se tourne d'abord vers M. Blunt. Monsieur Blunt, pouvez-vous nous parler de votre relation avec Geoffrey Westwood? Pourquoi son nom apparaît-il dans les affaires personnelles d'Emily? Blunt fronce les sourcils, clairement agacé. Geoffrey était un associé de longue date, un homme compétent mais imprudent. Nous avons collaboré pendant plusieurs années avant qu'il ne disparaisse soudainement. Cela remonte à plus de 10 ans. Émilie n'avait aucune raison de conserver des objets lui appartenant. Poirot hoche lentement la tête. Et pourtant, elle gardait ses boutons de manchette gravés à ses initiales. Curieux, n'est-ce pas? Richard Vail intervient alors, levant les mains en signe de défense. Écoutez, tout cela est absurde. Pourquoi Émilie aurait-elle conservé des reliques d'un homme qu'elle connaissait à peine? Peut-être que quelqu'un les a délibérément placées là pour nous induire en erreur. Poirot sourit légèrement. Une théorie intéressante, monsieur Vail. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela? À moins que cette personne ait quelque chose à cacher. Les regards se tournent alors vers Margaret Ernst, qui rougit légèrement sous la pression. Elle se redresse, essayant de paraître calme. Je ne vois pas en quoi mes relations avec Émilie sont pertinentes ici. Nous étions amis, oui, mais je n'ai jamais eu accès à ses affaires personnelles. Poirot penche légèrement la tête. Vraiment? Pourtant, vous avez mentionné hier que vous aviez discuté avec elle de ces lettres anonymes. Que pouvez-vous,
Nous dire à ce sujet? Margaret hésite, puis soupire. Très bien. Emily m'a confié avoir reçu plusieurs lettres menaçantes ces derniers mois. Elle faisait référence à une comptine et à une liste. Elle pensait qu'elles étaient liées à une vieille affaire impliquant M. Blunt et Geoffrey Westwood. Mais elle ne m'a jamais donné de détails précis. Hastings intervient, intrigué. Une liste? Quel genre de liste? Margaret hausse les épaules. Je ne sais pas. Emily semblait croire que cette liste contenait des noms compromettants. Elle disait qu'elle risquait gros si elle la divulguait. Poirot se lève lentement, marchant de long en large devant la cheminée. Une liste? Voilà donc ce qui inquiétait notre Emily. Une liste qui pourrait ruiner des réputations, peut-être même causer un scandale financier. Mais où est-elle maintenant? Miss Lemon, qui a assisté à la réunion en prenant des notes, lève soudain la main. « Monsieur Poirot, j'ai peut-être trouvé quelque chose. » Dans les documents découverts dans la valise d'Emily, il y avait une enveloppe contenant une feuille pliée. Elle semble être une sorte de registre, avec des noms et des montants. Inscrits. Poirot s'empare immédiatement de la feuille et l'examine attentivement. Les noms mentionnés incluent ceux de Mr. Blunt, Geoffrey Westwood, ainsi que d'autres personnes influentes. Certains montants sont annotés de manière cryptique, comme si Emily avait tenté de décoder leur signification. « Fascinant », murmure Poirot. « Cette liste pourrait bien être la clé de l'affaire, mais elle soulève également une question cruciale. Pourquoi Emily a-t-elle été tuée précisément maintenant ?» Il se tourne vers Richard Vail. « Monsieur Vail, vous êtes le neveu de Mr. Blunt et l'héritier potentiel de sa fortune. Avez-vous jamais entendu parler de cette liste ?» Richard secoue vigoureusement la tête. « Non, jamais. Mais si elle existe vraiment, je ne vois pas en quoi cela me concerne. Je n'étais qu'un enfant lorsque Geoffrey Westwood a disparu. » Poirot le fixe intensément. « En êtes-vous sûr? Car selon mes informations, vous avez récemment demandé à votre oncle de vous accorder une somme importante pour investir dans une affaire douteuse. Serait-il possible que vous ayez découvert l'existence de cette liste et décidé de l'utiliser à votre avantage? » Richard blêmit, pris au dépourvu. « C'est ridicule. Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Pendant ce temps, Mrs. Oliveira, jusque-là silencieuse, laisse échapper un petit cri étouffé. Tous les regards se tourne vers elle. Poirot s'approche doucement. « Mrs. Oliveira, vous semblez troublée. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez partager ?» Elle baisse les yeux, tremblante. « Ce n'est peut-être rien. Mais hier soir, j'ai vu quelqu'un fouiller dans la chambre d'Emily. J'ai pensé que c'était M. Jenkins, le majordome, mais quand je suis allé vérifier, il n'y avait personne. » Poirot hoche la tête, satisfait. « Excellent. Mrs. Oliveira, chaque détail compte. » La réunion se termine sur cette note troublante. Poirot sent que l'étau se resserre autour des suspects, mais il lui manque encore une pièce essentielle du puzzle. Alors qu'il quitte la maison avec Hastings et Miss Lemon, il murmure « Tout converge vers cette liste. Mais pour comprendre son importance, nous devons découvrir ce qu'elle cache exactement. » De retour chez lui, Poirot passe la nuit à analyser chaque indice, chaque mot écrit sur la feuille. Il réalise bientôt que les noms et les montants, correspondant à des transactions financières illégales datant de l'époque de Geoffrey Westwood. Emily avait probablement découvert ces irrégularités et tenté de les documenter, attirant ainsi l'attention de quelqu'un prêt à tout pour protéger ses secrets. Mais qui? Et comment cette comptine enfantine entre-t-elle en jeu? Le lendemain matin, Hercule Poirot se réveille avec une énergie renouvelée. Son esprit est en ébullition, parcourant sans relâche les indices accumulés jusqu'à présent. La liste trouvée dans la valise d'Emily, les lettres anonymes, menaçantes, la comptine enfantine. Chaque élément semble s'imbriquer dans un puzzle complexe, mais certaines pièces manquent encore. Poirot sait qu'il doit approfondir l'enquête sur Geoffrey Westwood, l'associé disparu de Mr. Blunt, dont le nom revient constamment comme un fantôme du passé. Accompagné de Hastings et Miss Lemon,
Il décide de visiter les archives municipales pour exhumer des documents liés à Westwood. Miss Lemon, fidèle à elle-même, plonge immédiatement dans les registres poussiéreux, ses lunettes ajustées avec précision. Après plusieurs heures de recherche minutieuse, elle découvre une information cruciale. Geoffrey Westwood n'a jamais été officiellement déclaré mort. Sa disparition a simplement été classée comme non résolue. Cela change tout, murmure Poirot en examinant les documents. Si Westwood est toujours vivant, ou s'il l'était jusqu'à récemment, cela pourrait expliquer pourquoi quelqu'un cherche à protéger ses secrets. Hastings fronce les sourcils. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Poirot tapote doucement la table. Parce que quelque chose a changé. Peut-être qu'Emily avait commencé à assembler les morceaux du puzzle, et que cela représentait une menace trop grande. Ou peut-être que quelqu'un d'autre a découvert ces informations et a décidé de les utiliser à son avantage. De retour chez lui, Poirot reçoit une visite inattendue, Margaret Ernst. Elle semble plus nerveuse que jamais, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle serre son sac contre elle. « Monsieur Poirot » commence-t-elle d'une voix hésitante. « Je dois vous parler. Émilie m'a confié autrefois une chose importante. Quelque chose qui pourrait être lié à cette affaire. » Poirot l'invite à s'asseoir et écoute attentivement. Margaret prend une profonde inspiration avant de poursuivre. Il y a quelques années, Emily m'a montré une lettre écrite par Geoffrey Westwood juste avant sa disparition. Dans cette lettre, il accusait M. Blunt d'avoir détourné des fonds pour son propre compte et menaçait de tout révéler. Emily pensait que cette lettre avait été supprimée, mais elle soupçonnait que quelqu'un, peut-être même M. Blunt lui-même, avait conservé une copie. Poirot hoche lentement la tête. Intéressant. Et où est cette lettre aujourd'hui? Margaret secoue la tête. Je ne sais pas. Emily disait qu'elle l'avait cachée dans un endroit sûr, mais elle ne m'a jamais révélé où. Miss Lemon intervient alors, consultant rapidement ses notes. Monsieur Poirot, si je puis me permettre, Emily mentionnait souvent une vieille propriété à la campagne appartenant à Mr. Blunt. Elle y passait parfois des week-ends pour s'occuper des fleurs et du jardin. Peut-être que cet endroit cache des indices supplémentaires. Poirot sourit légèrement. « Excellent travail, Miss Lemon. Nous devons nous rendre là-bas immédiatement. La visite à la propriété. La propriété de M. Blunt, située à 1 heure de route de Londres, est un manoir majestueux entouré de vastes jardins luxuriants. Lorsque Poirot, Hastings et Miss Lemon arrivent, ils sont accueillis par Jenkins, le majordome austère, qui semble surpris de leur présence. « Mr. Blunt est à Londres pour affaires », explique Jenkins, « mais il m'a donné l'autorisation de vous laisser inspecter les lieux si nécessaire. » Pendant que Miss Lemon explore le rez-de-chaussée, notant chaque détail inhabituel, Poirot et Hastings montent à l'étage, guidés par une intuition partagée. Ils découvrent une petite chambre sous les combles, visiblement utilisée par Emily lors de ses séjours ici. Sur une vieille commode, ils trouvent un journal intime appartenant à la gouvernante défunte. Les pages jaunies contiennent des réflexions personnelles ainsi que des notes cryptiques sur des transactions financières impliquant Mr. Blunt et Geoffrey Westwood. Une entrée attire particulièrement l'attention de Poirot. « Aujourd'hui, j'ai trouvé la preuve ultime. Une lettre signée par G. Douleux, confirmant tout ce que je soupçonnais. J'ai peur. Si quelqu'un découvre que je sais, ma vie sera en danger. Mais je dois agir. Je ne peux pas rester silencieuse. » Poirot referme doucement le journal. Voilà donc ce qu'Emily tentait de protéger. Cette lettre pourrait bien être le chaînon manquant. Dans un coin de la pièce, Hastings remarque une trappe dissimulée sous une carpette usée. Ensemble, ils l'ouvrent et découvrent une boîte en bois, sculptée, contenant plusieurs objets, une vieille clé rouillée, une photographie déchirée représentant Geoffrey Westwood et M. Blunt, et une enveloppe scellée portant l'inscription « À ouvrir seulement en cas d'urgence ». Poirot examine l'enveloppe avec précaution. Il sent que son contenu pourrait bouleverser l'affaire entière. Retour à Londres. De retour à Londres,
Poirot convoque une nouvelle réunion dans le salon de M. Blunt. Tous les suspects sont présents, y compris Margaret Ernst, Richard Vail, Mrs. Oliveira et bien sûr, Mr. Blunt lui-même. L'atmosphère est tendue, chacun redoutant ce que Poirot va révéler. « Mesdames et messieurs, commence-t-il calmement, je suis désormais convaincu que la mort d'Emily Jane Trefusis n'est pas un accident, mais un meurtre soigneusement planifié. Emily détenait des preuves compromettantes concernant une vieille affaire impliquant M. Blunt et Geoffrey Westwood. Elle craignait pour sa sécurité et a tenté de transmettre un message codé à travers une comptine enfantine. Il brandit alors l'enveloppe découverte dans la propriété. Cette lettre, écrite par Geoffrey Westwood, accuse directement Mr. Blunt d'avoir orchestré un détournement de fonds massif. Emily a essayé de la protéger, mais elle est allée trop loin. Quelqu'un a décidé qu'elle devait être réduite au silence. Tous les regards convergent vers M. Blunt, qui reste stoïque malgré la pression. « Ridicule », dit-il froidement. « Vous n'avez aucune preuve tangible de ce que vous avancez. » Poirot sourit légèrement. « Oh, mais j'ai mieux que des preuves tangibles, monsieur. J'ai des contradictions dans vos propres récits. Vous avez prétendu ignorer les activités illégales de Geoffrey Westwood, mais les documents trouvés dans la valise d'Emily prouvent que vous étiez intimement impliqué. » Blunt se lève brusquement, manifestement furieux. « Cela suffit. Je refuse de répondre à ces accusations infondées. » Cependant, Richard Vail intervient alors, visiblement paniqué. « Attendez, je sais où est la lettre originale. Je l'ai prise dans la chambre d'Emily avant qu'elle ne soit trouvée morte. Je voulais m'en servir pour faire chanter mon oncle, mais je n'ai jamais eu le courage. » Un silence glacial envahit la pièce. Poirot hoche la tête. « Enfin, nous touchons au cœur de l'affaire. Merci, monsieur Vail, pour votre honnêteté tardive. » Mais Poirot n'en a pas terminé. Il se tourne vers Margaret Ernst. « Vous aussi, madame, cachez quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle baisse les yeux, vaincue. « Oui. J'ai écrit les lettres anonymes. Je voulais effrayer Emily pour qu'elle cesse de fouiller dans le passé. Mais je ne l'ai jamais tuée, je le jure. » Poirot conclut alors. « Le véritable coupable est celui qui savait que la liste et la lettre représentaient une menace existentielle. Celui qui a tout orchestré pour protéger ses secrets. » Et il pointe du doigt. Hercule Poirot, debout au centre du salon, pointe un doigt accusateur vers M. Alistair Blunt. « Vous êtes l'instigateur de ce meurtre, M. Blunt. Emily Jane Trefusis a été assassinée pour protéger vos secrets les plus sombres. » Blunt éclate d'un rire sec et forcé. « Absurde. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Emily. Tout cela n'est qu'une spéculation sans fondement. » Poirot sourit légèrement, imperturbable. « Oh, mais j'ai bien plus que des spéculations. Chaque détail de cette affaire mène à vous. Permettez-moi de vous expliquer. » Il commence par relier les indices découverts jusqu'à présent. Emily détenait une liste documentant des transactions financières illégales impliquant votre ancien associé, Geoffrey Westwood. Elle avait également trouvé une lettre dans laquelle Westwood vous accuse directement de corruption. Ces preuves étaient suffisantes pour ruiner votre réputation et peut-être même vous envoyer en prison. Mais il y a plus. Poirot se tourne vers Richard Vail. « Monsieur Vail, vous avez admis avoir récupéré la lettre originale dans la chambre d'Emily après sa mort. Pourquoi ne pas l'avoir utilisée immédiatement pour faire chanter votre oncle? Parce que quelqu'un vous a persuadé de la garder secrète, quelqu'un qui savait comment manipuler votre ambition et vos faiblesses. Ce quelqu'un, c'était Mr. Blunt lui-même. » Richard blêmit, réalisant soudain le rôle qu'il a joué involontairement. « Je ne savais pas qu'il était mêlé à tout ça. Il m'a dit que la lettre pouvait nous nuire à tous si elle était rendue publique. » Poirot hoche la tête. « Exactement. Mr. Blunt est un maître manipulateur. Il a utilisé votre peur pour s'assurer que vous restiez silencieux. Mais revenons-en à Emily. Qui avait les moyens et l'opportunité de provoquer sa chute dans l'escalier? » Il fixe alors Mrs. Oliveira.
la femme de ménage. « Madame, vous avez mentionné avoir vu quelqu'un fouiller dans la chambre d'Emily peu avant sa mort. Était-ce Mr. Blunt ?» Mrs. Oliveira hésite, visiblement effrayée. Après un moment de silence, elle murmure « Oui, c'était lui. J'ai pensé que c'était étrange, mais je n'ai rien dit. » Blunt serre les poings, son calme habituel commençant à se fissurer. « Ridicule, cette femme ment. Elle cherche simplement à se protéger. » Poirot secoue doucement la tête. « Non, Madame Oliveira ne ment pas. Et voici pourquoi. Après la mort d'Emily, une empreinte boueuse a été découverte sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Une empreinte correspondant aux chaussures que vous portiez ce jour-là, Monsieur Blunt. Vous êtes entré par effraction pour récupérer les preuves compromettantes qu'Emily détenait. Lorsqu'elle vous a surpris, vous avez paniqué et... » Il laisse la phrase en suspens, laissant l'accusation flotter dans l'air comme un poids insupportable. Margaret Ernst intervient alors, ses mains tremblant légèrement. « C'est vrai, j'ai écrit les lettres anonymes pour effrayer Emily, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle conduirait à sa mort. Si j'avais su... » Poirot pose sur elle un regard apaisant. « Votre culpabilité est regrettable, Madame, mais elle ne fait pas de vous une meurtrière. Vous avez agi par peur, non par malveillance. » Il revient ensuite à Blunt. « Quant à vous, Monsieur Blunt, vous avez orchestré toute cette tragédie pour protéger votre empire. Mais il y a un dernier détail que vous n'avez pas anticipé, la comptine enfantine. » Il brandit à nouveau la feuille froissée trouvée dans la main d'Emily. Emily savait que personne ne prendrait ses craintes au sérieux si elle les exprimait directement. Alors, elle a utilisé cette comptine comme code, espérant que quelqu'un comprendrait son message. Chaque vers correspond à un élément clé de l'enquête. 1, 2, serrer mon soulier, fait référence à la trace boueuse. 5, 6, ramasser des bûches, symbolise les documents compromettants, et ainsi de suite. Blunt, acculé, finit par céder. Son masque d'indifférence tombe, révélant un homme brisé par ses propres mensonges. « Très bien, » admet-il, d'une voix basse mais résignée. « J'ai tué Emily. Je n'avais pas le choix. Elle menaçait tout ce que j'avais construit. » La révélation finale. Alors que Blunt est emmené par la police, Poirot rassemble ses dernières pensées devant Hastings et Miss Lemon. Cette affaire, mes amis, est un rappel poignant de la nature humaine. Les apparences peuvent être trompeuses, mais la vérité finit toujours par émerger. Emily Jane Trefusis n'était pas seulement une gouvernante fidèle. Elle était une femme courageuse qui a payé le prix ultime pour défendre la justice. Miss Lemon ajuste ses lunettes et note calmement « Une autre affaire résolue grâce à votre méthode infaillible, Monsieur Poirot. » Hastings sourit. « Une fois de plus, vous avez prouvé que rien n'échappe à votre esprit brillant. » Poirot incline légèrement la tête. « La vérité, mes amis, est souvent dissimulée derrière des ombres. Mais avec de la patience et de la logique, même les mystères les plus complexes peuvent être éclaircis. » Quelques jours après l'arrestation de M. Alistair Blunt, Hercule Poirot se retrouve dans son bureau, plongé dans une profonde réflexion. La lumière dorée du matin filtre à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur les murs, tapissés de livres et de dossiers soigneusement rangés. Miss Lemon, toujours aussi impeccable, est assise à son bureau adjacent, tapant rapidement une lettre pour un client potentiel. Hastings, lui, fait les 100 pas, visiblement encore troublé par les événements récents. « Vous savez, Poirot, dit-il enfin, cette affaire me laisse un goût amer. Emily Trefusis était une femme courageuse, mais elle n'a reçu aucune reconnaissance pour cela. Elle a été tuée parce qu'elle cherchait à faire ce qui était juste. » Poirot hoche lentement la tête, ses doigts effleurant distraitement la surface polie de son bureau. « Oui, mon cher Hastings, c'est une tragédie, mais nous devons nous souvenir qu'elle n'est pas morte en vain. Grâce à elle, la vérité a éclaté au grand jour. C'est une forme de justice, bien que tardive. » Il se lève alors et marche jusqu'à la fenêtre, observant la rue animée en contrebas. Les passants vaquent à leurs occupations quotidiennes, inconscients des drames qui se jouent derrière les portes closes.
Poirot murmure pensivement. Chaque affaire que je résous me rappelle une chose essentielle. La vérité est souvent enfouie sous des couches de mensonges, de peur et d'ambition. Mais avec patience et méthode, elle finit toujours par refaire surface. Les répercussions de l'affaire. Les jours suivants, l'affaire fait les gros titres des journaux londoniens. Le nom de M. Blunt, autrefois synonyme de respectabilité et de richesse, est désormais associé à la corruption et au meurtre. Les médias déterrent rapidement les scandales financiers impliquant Geoffrey Westwood, transformant l'histoire en un véritable feuilleton judiciaire. Margaret Ernst, bien que complice involontaire des menaces anonymes, coopère pleinement avec les autorités. Elle témoigne lors du procès de Blunt, racontant comment Emily avait découvert les preuves compromettantes et comment elle-même avait tenté, maladroitement, de protéger son ami en envoyant ses lettres. Sa sincérité et sa détresse, évidente, touchent le jury, et elle est finalement épargnée par une condamnation sévère. Richard Vail, quant à lui, quitte Londres peu après l'arrestation de son oncle. Il part pour l'Amérique, espérant y reconstruire sa vie loin des scandales familiaux. Avant son départ, il rend visite à Poirot pour lui exprimer sa gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, monsieur Poirot. Vous m'avez ouvert les yeux sur mes propres erreurs et sur celles de mon oncle. » Poirot sourit légèrement. « La vérité, monsieur Vail, peut être difficile à accepter, mais elle est toujours préférable au mensonge. Allez maintenant et commencez une nouvelle page de votre vie. » Un héritage silencieux. Au cœur de cette tempête médiatique, une question demeure. Que sera fait des documents découverts dans la valise d'Emily? La liste compromettante, les lettres anonymes et la comptine enfantine sont confiées aussi autorités pour analyse. Elles serviront de pièces maîtresses lors du procès de Blunt, mais Poirot décide également d'en faire don à un musée local, accompagné d'un court récit expliquant leur importance historique. Emily mérite d'être reconnue pour son courage, explique-t-il à Hastings. Ces objets sont un témoignage de sa lutte pour la justice. Ils doivent être préservés pour les générations futures. Hastings acquiesce, bien que sceptique. Pensez-vous vraiment que quelqu'un se souviendra d'elle dans 50 ans? Poirot hausse légèrement les épaules. Peut-être pas. Mais ce n'est pas à nous de décider ce qui sera retenu par l'histoire. Ce qui compte, c'est que nous ayons fait notre devoir ici et maintenant. Une visite inattendue. Un après-midi, alors que Poirot s'apprête à quitter son bureau pour une promenade digestive, une visite inattendue se présente. C'est Mrs. Oliveira, la femme de ménage de Blunt. Elle semble plus fragile que jamais, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle tient son chapeau contre sa poitrine. « Monsieur Poirot », commence-t-elle d'une voix hésitante, « je suis venue vous remercier. Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de dire la vérité. » Poirot l'invite à s'asseoir et sert une tasse de thé. « Vous avez fait preuve d'un grand courage, Madame Oliveira. Cela n'a pas dû être facile. De témoigner contre votre employeur. » Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. « Non, ce n'était pas facile. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Pas après ce qui est arrivé à Emily. Elle était comme une sœur pour moi. » Poirot pose une main rassurante sur son épaule. « Vous avez agi selon votre conscience, et c'est tout ce qui compte. » Mrs. Oliveira reste encore quelques minutes, partageant des souvenirs d'Emily et de leur vie commune à Windsor Crescent. Avant de partir, elle offre à Poirot une petite boîte contenant une broche ancienne appartenant à Emily. Elle aurait voulu que vous l'ayez pour vous souvenir d'elle. Poirot accepte l'objet avec gravité, le plaçant délicatement dans un tiroir de son bureau. La fin d'un chapitre. Le soir tombe doucement sur Londres, enveloppant la ville d'un voile orangé. Poirot, assis dans son fauteuil près de la cheminée, contemple les flammes dansantes. Son esprit repasse en revue chaque détail de l'affaire, chaque indice, chaque conversation. Bien que satisfait d'avoir résolu l'énigme, il ressent une pointe de mélancolie. « Vous pensez encore à Emily, n'est-ce pas ?» demande Hastings, qui s'est installé à côté de lui avec un verre de brandy.
Poirot hoche la tête. Oui, elle était une femme ordinaire, mais elle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a risqué sa vie pour défendre la vérité. Et même si son nom ne figure pas dans les livres d'histoire, elle restera toujours dans mon cœur comme un symbole de courage et de justice. Hastings sourit légèrement. Vous êtes trop sentimental parfois. Poirot rit doucement. Peut-être, mais c'est ce qui me pousse à continuer, mon cher ami. Chaque affaire que je résous me rappelle que, malgré toutes les ombres, il y a toujours une lumière à trouver. Ils restent ainsi un moment, silencieux, savourant la tranquillité de la soirée. Puis Poirot se lève, ajuste son veston et déclare « Allons, Hastings, il est temps de profiter de cette belle soirée. Qui sait? Peut-être qu'une nouvelle énigme nous attend déjà au coin de la rue. » Et ensemble, ils sortent dans la nuit londonienne, prêts à affronter les mystères que l'avenir réserve.